mama, mbele mama, yeah. Mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast et je laisse la parole à Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Marion. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast. C'est une rencontre un peu fortuite qu'on a eue ensemble sur Instagram, encore une fois. C'est toi qui m'a contactée et j'ai été très curieuse de par le nom de ton compte Séléné, qui a attiré mon attention et j'ai été agréablement surprise en découvrant l'accompagnement que tu proposais, notamment à travers l'hypnothérapie, la psychogénéalogie dont tu vas nous parler, de sujets dont tu vas nous parler aujourd'hui. C'était des sujets dont j'avais à cœur de pouvoir parler, transmettre au micro de Mama le podcast. Et puis voilà, tu es arrivée et je me suis dit allons-y ensemble pour faire découvrir en tout cas cette forme d'aide, d'accompagnement pour les jeunes et les futures mamans, toute personne. Mais en tout cas, ici, on parle de maternité, donc ça sera exclusivement dédié pour ce type de public en tout cas. Donc voilà, j'arrête de parler, je te laisse te présenter un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais au quotidien. Eh ben merci Marion, je suis ravie que tu aies aimé mon univers et que je sois à ton micro aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Je m'appelle Sandrine, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants, Arnaud et Chloé qui ont 4 et 2 ans et j'habite à Lyon. Et dans la vie de tous les jours, je suis thérapeute. Pendant 10 ans avant, j'étais orthophoniste et maintenant je suis thérapeute spécialisée dans la périnatalité. Donc j'accompagne les femmes, soit qui sont en désir de grossesse, soit les femmes enceintes, soit les jeunes mamans, et puis pas forcément que jeunes mamans, enfin les mamans, à partir à la rencontre d'elles-mêmes et de leur lignée de femmes en fait. Parce que je me suis rendu compte quand je suis devenue mère à quel point quand on devient mère, c'est un grand passage de vie en tant qu'individu bien sûr, mais au sein du clan on va dire familial, et ben ça vient redistribuer les places de chacun, hein. C'est-à-dire que nos propres parents deviennent grands-parents, nos frères et sœurs deviennent oncles et tantes, et que nous on est l'héritière d'une lignée de femmes et d'une lignée de mères, et qu'à notre tour on vient apporter notre pierre à l'édifice. Et que du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, notamment avant d'être maman, ou quand on l'est en tout cas, que peut-être on a des difficultés dans notre maternité, ou que nos enfants vivent des difficultés, d'aller s'interroger sur de quelle lignée de femmes on vient, justement. Quelle a été l'histoire des femmes de nos ancêtres, en fait. Qu'est-ce qu'elles ont vécu, quel type de mère elles ont été, quel type de mère elles auraient voulu être, pour essayer de comprendre un peu de quel savoir on est, de quel savoir et peut-être de quelle casserole aussi on est dépositaire, pour s'en libérer et en tout cas être une femme plus consciente après dans sa maternité et dans sa vie de femme en fait. Parce que, pour moi, j'en suis convaincue, le savoir, c'est le pouvoir, et plus on sait de choses sur soi, soit en tant que femme, et puis soit en tant que femme dans ce système familial, et plus on est à même de comprendre les choix qu'on a faits, les choix qu'on veut faire, et les réactions qu'on peut avoir avec nos enfants. Tu t'es lancée dans cette vocation, j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment inné, après avoir eu tes enfants ou avant ?
Non, après. En fait, c'est vraiment, il y a eu une bascule qui s'est opérée quand je suis Ouais. devenue maman, donc en 2019, quand j'ai donné naissance à Arnaud. Je m'étais sentie seule pendant la grossesse. J'ai dû m'arrêter à la moitié de ma grossesse parce que j'avais des contractions. Donc j'ai passé la moitié de Ouais. ma grossesse en arrêt de travail. Euh, et donc j'ai pu expérimenter qu'une fois que le travail n'était pas là, j'étais quand même très seule. Mais bon, bref, je me dis, bon, voilà, je vais avoir mon enfant, tout va très bien se passer. Et quand Arnaud est arrivé, j'ai vraiment senti un grand isolement. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible de laisser les mères comme ça. En fait, on peut pas laisser des jeunes mamans aussi seules. Parce qu'il y a quand même un contraste flagrant entre le rendez-vous mensuel chez le gynécologue ou chez le médecin ou chez la sage-femme quand on est enceinte, et Ouais. puis plus rien pendant les 8 premières semaines, en tout cas post-partum. Et ensuite, on a des rééducations périnales. Et encore, c'est si on le souhaite, parce que c'est pas Tout à obligatoire. fait. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est vraiment pas possible. En fait, c'est les mères qu'il faut aider. C'est plus les enfants qui ont des difficultés de langage. Là, en fait, il faut remonter encore d'un étage et il faut aider les mères. Ouais. Et là, je me suis dit, j'avais déjà euh, la sensation que l'orthophonie c'était trop étroit pour moi, que je ferais pas ça toute ma vie, que Ouais. c'était pas une approche suffisamment globale, holistique, enfin qui prenait pas l'individu dans sa globalité, dans son Ouais. entièreté. Donc je savais Mmh. qu'un jour je passerais à autre chose. Et d'ailleurs je m'étais formée pendant ma grossesse, enfin avant ma grossesse, à l'hypnose parce que justement je trouvais que c'était un outil intéressant pour aller au cœur des choses, à l'origine, parce que c'est ça qui m'appelle, moi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on remonte à l'origine des difficultés, à l'origine de la souffrance, pour qu'on ait une explication et puis du coup qu'on ait des solutions. Et donc là, quand j'ai vu ce que c'était de devenir mère, c'est mon propre vécu, hein, je pense qu'il y a des femmes qui l'ont vécu de façon plus légère et sereine, et heureusement, je me suis dit, mais Oui. en fait, c'est pas anodin, en fait. Enfin, bien sûr que ça va avoir des répercussions après sur le lien qu'on tisse avec son enfant. Et donc, c'est les mères j'avais vraiment besoin, envie d'aider les mères. Donc là, je me suis interrogée, tiens, est-ce que je me forme en tant que doula? Parce que c'est un métier que je Ouais. connaissais depuis plusieurs années, mais je sentais pas un appel si fort que ça à être doula, parce que la doula, alors c'est magnifique, hein, ce qu'elle propose, c'est un soutien émotionnel pour les mères. Et donc, je trouve que cet espace-là peut être thérapeutique, Ouais. parce que le fait d'offrir une écoute inconditionnelle à quelqu'un, c'est thérapeutique. Mais c'était pas encore assez profond pour moi. Moi, je voulais vraiment emmener la femme dans une introspection. Donc, c'est pas pour toutes les femmes, hein, c'est pour les femmes qui ont envie d'être dans cette introspection-là. Exactement. Mmh. Ouais. Euh, et, euh, et donc, du coup, soit avec l'hypnose, soit avec l'approche transgénérationnelle. Et après, j'ai aussi un autre outil de coaching énergétique. Mais l'idée, c'est vraiment, bon, ok, vous êtes en difficulté, vous êtes en souffrance dans votre maternité, et ben moi, je vous invite à aller explorer quelle est votre histoire, en fait. Celle que vous connaissez, celle que vous ne connaissez pas, en allant soit interroger sa propre mère si elle est encore vivante, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la petite enfance, qu'est-ce qui s'est passé même lors de la naissance, Ouais. de la grossesse, et puis ensuite, voilà, pour faire en fait, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on dit psychogénéalogie, mais on n'a pas trop expliqué. La psychogénéalogie, Exactement. c'est Ouais. l'idée que, en fait, on est porteur de mémoires qui ont été transmises de génération en génération. On dit que quand il y a un traumatisme qui est vécu par une personne, il peut être répercuté sur 7 générations. D'accord. Donc, imaginez quelle casserole on peut tous porter, Exactement. sachant que nos Ouais. aïeux, ils ont forcément vécu des guerres, ils ont vécu des traumatismes, hein. On vient quand même d'époques passées qui ont été assez chargées en, en trauma. Donc voilà, mais ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être la perte d'un mari, ou ça peut être une banqueroute financière. Enfin, c'est pas forcément Bien que sûr. des Mmh. décès, mais en tout cas quelque chose qui a été vécu traumatisant par la personne, ça va venir modifier son ADN. En fait, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ouais. L'épigénétique, c'est comment l'ADN s'adapte à l'environnement. Et donc en fait, si on prend deux jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qui ont le même patrimoine génétique, Ouais. si on les expose à des conditions de vie différentes et à des événements différents, de vie différentes, en fait, différents, ouais, leur ADN va se modifier. Ouais.
D'accord. Et donc, voilà, leur patrimoine génétique va évoluer différemment. Donc, c'est un peu, on va dire, l'explication scientifique à la psychogénéalogie. C'est-à-dire que si moi, je vis un traumatisme là, moi, Sandrine, en 2023, ça va modifier mon ADN, ça va être encodé dans mon ADN. Donc, forcément, les enfants que je vais avoir, ils vont être porteurs de cette mémoire-là, parce que c'est dans leur gène. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'exprimer, mais ça veut dire que c'est là, latent, dans leur patrimoine génétique. Et donc, en psychogénéalogie, on invite, grâce aux prénoms des aïeux, à leur nom, à leur métier, à leur date de naissance, leur date de mariage, toutes les informations qu'on peut collecter par rapport aux personnes qui composent notre arbre généalogique, par rapport à une problématique, on vient chercher des informations. Et donc, on va les trouver soit par rapport à des récurrences de dates, des récurrences de prénoms, c'est vrai. Oui. des symboliques dans la définition du prénom qui reviennent, Oui. ou des événements répétitifs, par exemple beaucoup d'hommes qui meurent jeunes dans les lignées de femmes, Oui. des enfants en bas âge qui meurent à chaque génération. Voilà, ce qu'on cherche en général, c'est qu'est-ce qui se reproduit à chaque génération, parce que ça, du coup, ça vient montrer que y a quand même un dossier un petit peu lourd, qu'on se passe de génération en génération, et donc forcément, il y a un moment donné, il va y avoir une personne qui va avoir le courage, l'envie de se dire bon moi j'arrête de porter ça. Et donc la psychogénéalogie, ça peut être un outil de connaissance de soi et de son histoire. Non pas pour culpabiliser qui que ce soit parmi les aïeux, parce que chacun a fait comme il a pu avec les cartes qu'il avait au moment présent, mais c'est encore une fois pour avoir des billes pour mieux se comprendre. Parce que finalement, j'ai envie de dire, le seul cadeau qu'on peut faire aux autres, c'est d'être bien avec soi-même. Et pour être bien avec soi-même, ça nécessite de bien se connaître, de s'aimer, et de comprendre pourquoi on a telle ou telle peur, telle ou telle blessure, telle ou telle envie. Et c'est vraiment dans une optique de connaissance de soi, c'est pas pour venir chercher des coupables, en fait. Il n'y a pas de coupables. J'ai une question comme ça qui me vient justement, Sandrine, parce que tu dis, par exemple, moi, j'entame j'aime pas totalement le terme de travail, mais j'entame, on va dire, ce travail entre guillemets sur moi, cette recherche. Tu l'as dit, nos enfants sont quand même porteurs. Quel est l'impact pour le coup que ça a, puisque j'ai déjà cet enfant-là, j'entame cette recherche, il est déjà impacté par ce bagage, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une Donc, question très intéressante. voilà. Ouais. En fait, toi, vu que tu vas avoir des informations par rapport à toi-même, ça va te faire avoir des prises de conscience, et donc forcément, tu vas interagir de manière différente avec ton enfant. Donc ça va modifier la relation que vous avez. Et puis ensuite, si tu le vois être en difficulté sur certaines choses que tu sais être en lien avec l'histoire dont vous êtes porteur, tu pourras lui expliquer, tu pourras lui dire, écoute, tu vois, je te vois faire ça. Et il faut que je te raconte quelque chose. Tu sais, papy, mamie, quelqu'un d'autre dans la lignée, il a vécu ça. Et je pense que c'est pour ça que tu es en colère. C'est ce que je veux dire, en fait, c'est ça le message que je voulais faire passer, c'est que ce travail-là, il est aussi bénéfique pour nos enfants, même si, tout à fait, même s'ils sont déjà nés, même s'ils sont déjà nés, tout à fait. Voilà, tout à fait, parce que après, grâce à la parole, en fait, la parole qui est une vraie médecine, je veux dire, si on vient mettre des mots sur, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait mal en psychogénéalogie? C'est les secrets, en fait, c'est ce qu'on appelle les secrets de famille. Il n'y a rien de plus néfaste qu'un secret. Donc, du moment qu'on a connaissance après de l'histoire, on vient mettre des mots sur ce qui s'est passé, le secret n'existe plus. Et là, ça vient libérer même les enfants qui sont déjà nés. C'est parce qu'en fait, chaque information qu'on apprend sur soi, ça vient modifier notre relation avec nous-mêmes et forcément comment on interagit avec les autres. Et même si notre enfant est bébé. C'est ce que j'allais dire. Et pour l'être en devenir quand on est enceinte, justement, et si on entame ce travail-là quand on est enceinte, c'est quoi l'impact? Alors déjà, je recommande pas forcément de faire ce travail-là enceinte, à moins qu'il y ait vraiment un événement de vie pendant la grossesse, je sais pas, par exemple le départ du papa, un décès, une grave maladie, ou malheureusement l'enfant qui est porteur d'une maladie. Où là on se dit en fait j'ai pas le choix là en fait si je veux qu'on avance positivement, il faut que j'aille faire cette introspection. Dans ce cas-là, ok. Mais sinon, je le recommande pas, parce que justement, la grossesse, c'est une telle ouverture de conscience, donc sur des plans plus spirituels, et puis aussi une ouverture du corps. Le corps, il s'ouvre.
au climax qui est l'accouchement, où vraiment on est complètement ouverte, le col de l'utérus est ouvert, Bien sûr. etc. Qu'il y a il y a déjà toute cette vulnérabilité et cette évolution du corps, qu'en fait, c'est pas le moment de déterrer les dossiers, sauf s'il y a une demande, voilà. Mais sinon, Bien je sûr. conseille pas de faire cette introspection-là durant la grossesse, soit avant, justement, pour se Oui. dire, bah tiens, tout ce que j'ai compris sur moi avant la grossesse, bah c'est cadeau, c'est des choses que je transmettrai pas à mon enfant. Voilà, petit aparté, mesdames qui nous écoutez, qui n'ont fait aucun trait en psychogénéalogie, c'est pas grave en fait. Bien sûr. Il n'y a pas à se dire oh mon Dieu, je me sens trop coupable. Non, 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 Bien non, sûr. on fait comme on peut en fait. De toute façon, il y a un moment où on se sent prête pour aller faire une thérapie, et d'autres moments où on se sent pas prête, et c'est Tout ok à fait. parce que si on y va à un moment où on n'est pas prête, de toute façon, on va avoir des résistances et la thérapie ne va pas avancer. Donc c'est de l'info que je donne. Il n'y a pas à se sentir coupable. On fait tout comme on peut avec l'humain qu'on est chaque jour. Exactement, non, mais justement, le but de faire cet épisode sur ce sujet-là, c'est aussi d'informer la majorité des mamans, parce qu'on sait à quel point la maternité, ça fait remonter, tu l'as dit, énormément de choses. Et donc, c'est tout le but de cet épisode, justement, d'informer en tout cas les mamans qui ne connaissent pas cette thérapie. Et en tout cas, qui puissent les aider. Les thérapies en général, comme ça prend combien de temps? J'imagine qu'il n'y a pas de durée spécifique, Ouais, ça dépend ça des c'est mamans, compliqué. mais Ouais, ouais, alors moi, ce que j'aime bien proposer, c'est un minimum de 3 séances, parce que je trouve qu'en ouais. 3 séances, on a déjà fait un petit voyage, et c'est intéressant. Une séance, après, il peut se passer des choses dans une séance, hein, bien sûr, mais c'est une ébauche 3 séances, je trouve que c'est bien, ça permet, voilà, d'explorer un peu plus en profondeur. Tu disais justement que ça suscite en tout cas d'aller vers ses proches pour pouvoir avoir des réponses à des questions. Mais on sait que s'il y a des secrets de famille justement, on sait que ça veut dire que la parole n'est pas libérée et que donc il y a d'énormes difficultés. Est-ce que c'est un frein à mener à bien cette thérapie ou pas, le fait que la parole ne soit pas libérée et qu'il y a un écran auprès de ses proches? Ouais, alors non, non, c'est pas un frein parce qu'on peut avoir des informations sans aller parler à ses proches. Après, ce qui est intéressant justement quand on est dans une famille où justement la parole n'est pas libérée, c'est qu'en soi le fait d'aller quand même poser des questions, ça va participer à la thérapie parce que ça va faire bouger les lignes. On peut sans poser de questions, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait l'inconscient est tellement présent quand on choisit les prénoms de ses enfants qu'en fait il y a déjà plein d'infos dans les prénoms. C'est vrai, ouais, ouais, oui. Dans les prénoms qu'on choisit, les plusieurs d'ailleurs prénoms qu'on choisissait aussi, on mettait le nom du grand-père, de la Ben grand-mère oui, et aussi. ça c'est pas anodin parce que après on est lié à cet ancêtre-là dont on connaît pas forcément d'ailleurs la vie. Par tradition, il y a beaucoup de familles qui disent ah bah non bah forcément le deuxième prénom c'est le prénom de la grand-mère, le Ouais, troisième machin c'est le prénom de l'autre grand-mère. Alors c'est beau, hein, je trouve que c'est un bel hommage, mais personnellement j'ai pas fait ce choix-là parce que justement ça veut dire que on lie mm, cet enfant-là à cet ancêtre-là précis. Mais sachant que de toute façon, l'enfant, quand il arrive, il fait naturellement partie du clan. Donc qu'il ait un prénom associé à un autre ancêtre ou pas, de toute façon, il va quand même être en lien avec un ancêtre. Parce qu'en fait, tout ça, c'est en tout cas la pensée en psychogénéalogie, c'est que tout nouvel enfant dans le clan est dépositaire ils appellent ça un mandat transgénérationnel, c'est qu'il est là aussi pour reprendre une quête ou une problématique qu'avait un aïeul. Donc parfois on le voit très très vite parce qu'il y a vraiment des concordances de dates qui sont hyper troublantes. mm. Parfois c'est les prénoms et puis parfois c'est une ressemblance physique Oui. ou c'est des similitudes dans l'histoire de vie. Mais de toute façon, on fait partie d'un clan. Ça c'est la première chose à accepter. Ouais. Euh, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que moi, c'était compliqué pour moi justement d'accepter de faire partie d'un clan. Ouais. Mais en fait, c'est comme ça. Enfin, on est des peuples qui fonctionnent en famille, donc on est forcément membre d'un clan, que ce soit Mm. enfermant ou pas. Mais même si on a l'impression qu'on vient d'une famille qui, qui n'a que des côtés sombres ou je ne sais Ouais. quoi, en fait, il y a toujours de la richesse et du beau dans la famille. Donc, on est aussi dépositaire de tout ça. La finalité, pour le coup, c'est une vraie libération ou il y a toujours une quête d'en savoir plus une fois
qu'on est arrivé à un stade, tu vois? Il y a toujours, c'est un engrenage. Oui, bah ça c'est sûr que je pense tout dépend le tempérament de la Ouais. personne, mais oui, enfin la psychogénéalogie on en apprend toujours, hein, on refait son arbre 2 mois après, on se dit ah mais j'avais pas vu ça, et puis ensuite quand il y a des nouveaux enfants en plus qui arrivent, bah quand on les rajoute dans l'arbre, ça nous fait voir d'autres choses qu'on pouvait pas Mmh. voir avant parce qu'on voit des résonances de dates, on se dit ah mais moi je croyais lui avoir donné un prénom qui n'avait rien à voir avec les autres personnes de la famille, en fait on se rend compte que si. Ouais. Euh, Mmh. donc c'est très riche. Après, moi j'ai envie de dire la thérapie, en fait on n'a jamais fini. Enfin déjà moi, Mmh. voilà, le jour où j'ai pris conscience qu'en fait le chemin était éternel, là j'ai trouvé ça m'a rassurée à un moment donné. Je me suis dit donc en fait il y a des Ouais. moments où on va avoir envie d'aller dans une introspection, il y a d'autres moments où on ne voudra pas en entendre parler et c'est complètement ok. Il y a des phases de vie qui sont plus propices à ça. Puis ça peut donner envie d'être dans cette quête un peu sans fin, mais l'idée en tout cas c'est que quand on entame une thérapie, à la fin de la séance ou des 3 séances, on a quand même bouclé quelque chose. On laisse pas la Bien personne sûr. dans l'attente d'eux, ou en tout cas, il y a des actions à poser. Et puis voilà, après, il y a d'autres choses qui se mettront en place ou pas. Mais c'est pas l'idée de laisser la personne dans une quête sans outils, quoi. Tu, accompagnes aussi avec l'hypnothérapie. En quoi, Oui, ça aide et enfin, qu'est-ce que l'hypnothérapie déjà? oui. Alors l'hypnose, en fait, donc l'hypnothérapie, c'est la thérapie en utilisant l'hypnose. Oui. L'hypnose, c'est comment dire ça? C'est un état modifié de conscience, en fait, auquel on a tous accès naturellement. C'est par exemple quand on est dans un train, qu'on est bercé par le rythme du train et qu'on commence à s'assoupir un petit peu. On a Mmh. conscience des bruits environnants, mais c'est comme si notre conscience, elle était un peu flottante et qu'on s'accrochait pas à ce qui se passe à côté de nous. Mmh. Bah ça, c'est ça, l'état modifié de conscience. C'est ce qu'on vit en hypnose, en fait. On va entendre ce qui se passe autour de nous, mais c'est comme si, alors déjà notre corps, on sent beaucoup moins notre corps, Ouais. et ça permet, enfin, l'intérêt de l'hypnose, du coup, d'être en état modifié de conscience, c'est que ça permet d'avoir accès au subconscient. Ouais. Et le subconscient, c'est la boîte noire, pour faire la métaphore par rapport à l'avion, qui contient toute notre histoire de vie, toutes nos croyances, et aussi toutes les croyances dont on est dépositaire par rapport à notre famille, là, le lien avec en psychogénéalogie, toutes nos Ouais. émotions. Et c'est aussi là que sont stockés un peu les programmes qui peuvent mener à de l'addiction. Si par exemple Ouais. on est fumeur, si on a des troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie, euh, des phobies, voilà. Tout ça, ça va être stocké dans le subconscient. Et donc, quand on a Mmh. accès à ce subconscient, bah, c'est une magnifique occasion de venir modifier les croyances et les émotions Mmh. qui sont limitantes pour nous, pour en mettre de nouvelles. Et ainsi modifier après la relation qu'on va avoir avec les autres personnes. C'est-à-dire que, par exemple, si on part une personne qui a vécu une naissance traumatique. Elle sait que quand elle est née prématurée, c'était du coup très très dur pour elle. Si elle revit sa naissance en hypnose, bah, elle va pas oublier qu'elle est née prématurée, bien sûr que Bien non. sûr. Mais par contre, on va modifier la sensation émotionnelle qui est liée à cet événement-là, et du coup, ça n'aura plus la même lourdeur, ça n'aura plus le même impact. Pour autant, le souvenir est toujours là. Ouais. Bien sûr, parce qu'on vient pas modifier les souvenirs, on vient juste modifier le traitement qu'on en a fait au niveau émotionnel et les croyances qu'on aurait pu créer par rapport à cet événement-là. Hyper intéressant et ça, Ouais. c'est pareil, c'est quelque chose que l'on peut pratiquer quand on est enceinte? L'hypnose, on peut. Bah, après, s'il y a une peur d'accoucher et qu'on se rend compte que finalement, cette peur d'accoucher, elle est liée à d'autres choses, on va aller explorer ça. En tout Bien sûr. cas, je trouve que l'hypnose, c'est un outil super intéressant pour se préparer à l'accouchement. Oui, c'est Soit sûr. pour être dans une projection positive du jour J, soit juste pour, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'aller faire ce qu'on appelle une régression, c'est-à-dire revivre un événement qu'on a déjà vécu. On peut aussi, avec l'hypnose, juste demander à notre subconscient quelle est la ressource dont on a besoin. Et là, c'est le Oui. subconscient qui va présenter une scène qu'on a déjà vécue, ou je sais pas, une émotion, une pensée, enfin, ce qui va penser être la ressource dont la personne a besoin. J'ai l'impression de voir vraiment les 2, l'hypnose et en même temps la psychogénéalogie à côté parce que, est-ce que l'hypnose, c'est effectivement modifier justement, comme tu l'as dit, une émotion, une sensation, mais l'origine, il faut quand même aller la chercher et la trouver, donc j'ai un peu l'impression que l'un ne va pas sans l'autre.
Oui, alors oui, moi c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ces deux outils-là, c'est qu'on peut les lier. Après, en hypnose, ce qui est super intéressant quand je fais des régressions, c'est vraiment l'intention que je pose au début en demandant au subconscient. Maintenant, le subconscient, tu vas nous ramener à la toute première fois où la personne a ressenti tel, parce que je parle beaucoup de l'ancrage corporel. Donc, par exemple, si la personne me dit oui, en fait, moi, je pense qu'il faudrait qu'on. En fait, il y a quand même peu de gens qui viennent me dire j'ai envie de revivre ma naissance. C'est plutôt, Oui, en fait, je me sens anxieuse quand j'entends mon bébé pleurer. Vraiment, ça prend des ouais. proportions pas possibles. En fait, je veux qu'on m'aide parce que du coup, je pète un câble en fait quand je l'entends Mmh. pleurer. Et souvent, bah, quand on va partir de l'émotion, donc voilà, bah, je sais où dans votre corps, ah bah c'est dans mon ventre, c'est une boule, ok, donc on fait grossir la sensation en hypnose, et là on dit au subconscient, tu nous ramènes à la toute première fois où elle a vécu ça. Et là, 9 fois sur 10, c'est dans la petite enfance ou pendant la vie intra-utérine en fait. Et donc là, on arrive à la toute première fois, et c'est ça qui est super intéressant parce que du coup, on est à l'origine, on vient modifier et ça apaise la personne. Après, c'est pas magique, hein. Je veux dire, quand on s'est construit pendant 30 ans, 40 ans avec des croyances et des émotions, c'est pas en une séance d'hypnose, même si elle vient toucher l'origine de la difficulté, qu'on va changer ce comportement. Il va changer. Mais après, en fait, moi, je vois ça, la thérapie, c'est des couches d'oignon. Bah, si vous voulez, Ouais. je vais vous enlever la première couche de l'oignon. Et puis peut-être que dans 5, 10 ans, bah, ça va revenir parce que on va vous inviter à aller voir encore plus profondément ce qui se joue. Et ça veut pas dire que c'est un échec, ça veut pas dire que vous avez mal fait quelque chose, ça veut pas dire que l'hypnose ça marche pas. C'est juste qu'il faut accepter qu'en fait on est des oignons, on enlève des couches au fur et à mesure, et c'est en ça que oui, on n'a jamais fini de se connaître et de comprendre notre histoire. Tu l'as dit tout à l'heure justement en parlant justement de l'anxiété, des mamans, par exemple quand elles entendent les pleurs de leur bébé. Ça peut être utile en période de postpartum. L'hypnose comme, la psychogénéalogie dans le sens où quand on parlait de cette maternité qui réveille et qui révèle en nous, énormément de choses, peut-être qu'effectivement, quand on devient maman, c'est vraiment je sais pas, c'est toi, hein, c'est ton public, c'est à toi de me dire, mais je pense que c'est à ce moment-là où majoritairement on est plus ancré à aller vers ce type de thérapie parce qu'on sent qu'il y a pas mal de choses qui, quand on s'écoute en tout cas, qu'il y a pas mal de choses qui remontent quand on devient maman. Et ben, ce que je remarque, c'est que soit effectivement, en fait, il y a deux publics. Soit c'est les femmes qui se retrouvent en difficulté pour concevoir un enfant, et donc là, elles Oui, viennent faire une introspection parce qu'elles ont tellement envie d'avoir cet enfant qu'elles comprennent pas en fait qu'est-ce qui se passe. La médecine mmh, les aide, mais ça marche pas forcément. Donc oui, là, pour certaines personnes, il y a une quête qui va commencer, une quête de soi, d'essayer de comprendre pourquoi on leur propose cette épreuve de vie. Rarement pendant la grossesse, ou sinon c'est des personnes qui ont justement eu des difficultés pour tomber enceinte et qui n'ont pas forcément fait la démarche à ce moment-là, et qui se oui. retrouvent un peu rattrapées pendant la grossesse en disant mais en fait je voulais cet enfant, ok il est là mais il est en train de grandir dans mon ventre, mais en fait ça, enfin je me sens pas si bien que ça quoi. Ou ça va carrément être des jeunes mamans, pas forcément en postpartum parce qu'il faut bien imaginer la fatigue des mères en postpartum et le peu de disponibilité pour ça. Ça va plutôt être des mamans d'enfants qui ont entre 1 et 3 ans, j'ai envie de dire, voire plus, quand Ouais, l'enfant va lui-même rencontrer des difficultés. Et là, ça va alerter le parent, soit des difficultés de langage, soit des difficultés psychomoteurs, psychomotrices, soit des difficultés d'alimentation. Là, le parent peut dire, mais c'est bizarre, enfin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, etc. Et finalement, l'enfant va être la porte d'entrée pour mmh, que l'introspection commence. Mais finalement, voilà, la grossesse, bah, c'est vrai que ça reste une période très particulière dans la vie d'une femme. mmh, Donc c'est peut-être que c'est là que peut germer l'idée de se dire tiens, mais pourquoi je vis ça, etc. Mais finalement, une grossesse, ça dure 9 mois. mmh. En plus, le premier trimestre, parfois, on n'ose même pas conscientiser notre grossesse de peur que l'enfant meure. Donc finalement, on a 6 mois pour vraiment se vivre enceinte. Bah, enfin, c'est un temps très court pour se dire je vais commencer une thérapie. Dans le milieu de la thérapie, en général, les personnes elles mettent 2 ans avant de prendre rendez-vous. Entre le moment où Oui, elles c'est ont ça. pris une carte de visite en se disant tiens ça m'intéresse, et en Ouais. fait elles mettent 2 ans à prendre rendez-vous. Sur ce point-là, tu viens de nous dire tout à l'heure, qu'on a, on a ce bagage ou quel que soit Oui. le nom qu'on lui donne, en tout cas les casseroles sur cette génération.
Ça veut bien dire que, notamment sur ce que tu viens de décrire, comme quoi on acte une grossesse ou le début de la vie d'un enfant à partir de 3 mois, médicalement parlant, dans notre société, alors que tu viens de dire justement que l'ADN est transmis de génération en génération. Ça veut bien dire que ce petit être est déjà programmé quand nous-mêmes, on était dans le ventre de notre grand-mère, pour le coup, en tant Tout que à femme, fait. si je comprends bien. Mm. Donc, Oui. c'est pourquoi il y a une telle barrière sur ce plan médical à acter qu'on existe depuis bien avant ces 3 mois et depuis bien avant que déjà dans le ventre de notre grand-mère, en fait. Parce que tu viens de le dire, c'est ancré dans nos cellules, donc il y a aussi ce terme médical qui est là. Mais pourquoi il y a une telle barrière? Alors, je te demande pas forcément de me répondre à cette Oui. question qui est un peu un pavé que je lance, mais c'est une réflexion en tout cas que je lance là, parce que tu viens de le dire, il y a l'ADN, il y a les cellules, et de l'autre côté, d'un point de vue médical, on dit non, un enfant, voilà, à partir de 3 mois, on peut annoncer notre grossesse, enfin comme quoi l'enfant est bien là, est bien viable, quoi. Bah en fait, c'est hyper intéressant comme question. En fait, on est dans une société maintenant qui a peur de la mort. Mm. On voit bien comment on traite nos aînés, on la rend invisible. La mort d'une personne âgée, on n'en parle pas, elle n'est pas visible. Alors la mort Ouais. d'un enfant, non mais la mort d'un enfant, c'est tabou. En fait, la science est devenue tellement forte, on va dire, que il y a comme cette croyance-là que, en fait, il faudrait éradiquer presque la mort, que ça doit plus faire partie de la C'est société. ça. Mm. Et donc, ben, qu'une femme annonce sa grossesse dès le départ, ça veut dire qu'elle s'expose au risque de la mort. Mais Oui. ça, c'est hypocrite parce que de toute façon, ça, c'est une sage-femme qui me l'avait dit et je trouve ça très beau. C'est quand la femme choisit la vie, donc c'est-à-dire d'accueillir cette vie en elle, eh ben, elle s'ouvre à la mort aussi parce que c'est c'est la deuxième facette de la même pièce en fait. Sans mort, il n'y a pas de vie, sans vie, il n'y a pas de mort. Et ça peut paraître un peu brutal ce que je dis ou un peu trivial, mais en fait, dans d'autres sociétés, enfin toi qui as interviewé plein de mamans de différents horizons, par exemple en Afrique, le deuil périnatal n'a pas du tout la même importance qu'en France parce que bah, peut-être qu'on est plus ouvert à ça aussi, qu'on se dit juste en fait, il y a des bébés, ils viennent faire juste un petit passage dans le ventre de leur maman et ils sont pas là pour vivre toute une vie. Et ça peut paraître, oui, cruel, mais en fait, c'est des choses qui existent et en fait, c'est vraiment le traitement français et européen de la mort qui fait que aussi la mère devient quelqu'un de fragile parce que, oh mon Dieu, elle porte la vie et qu'est-ce qui va se passer si jamais cette vie se transforme en mort? Et je trouve que ça vient vraiment, quand on comprend ça, que la mort c'est un tabou en France et que la science et la médecine aimeraient que la mort n'existe pas, parce qu'on n'aime pas perdre les gens, on comprend bien aussi au niveau émotionnel, hein. C'est aussi ce qui explique pourquoi il y a cette telle pression sur la femme pendant qu'elle est enceinte. Et est-ce que tu accompagnes aussi, tu disais tout à l'heure un peu en introduction que tu avais d'autres facettes en coaching en tout cas, avec Séléné Accompagnement notamment? Oui, alors moi je propose du coaching énergétique, donc c'est-à-dire c'est une méthode à laquelle j'ai été formée qui s'appelle Succès Infini. Oui. Donc là c'est pour les personnes qui partagent la croyance qu'on est des êtres énergétiques, c'est-à-dire qu'on a un corps physique, mais aussi des corps qu'on ne voit pas, qu'on va appeler de l'énergétique, parce que du coup, c'est des choses qu'on va plus sentir que voir. Et donc là, j'utilise un pendule pour me connecter au champ énergétique de la personne, et on vient chercher quelles sont les croyances et les émotions limitantes par rapport à une problématique. Oui. Et donc ensuite, on vient utiliser de l'EFT. Donc l'EFT, c'est on vient tapoter des points clés du visage qui correspondent à des méridiens pour venir. En fait, c'est un peu comme en hypnose, hein. On va venir changer la charge émotionnelle liée à une croyance et à une émotion pour que ça vienne changer ensuite les comportements qu'on met en place. Oui. Ou sinon, on demande à recevoir l'énergie d'un mot. Et donc là, c'est vraiment la médecine de la parole, hein. Ça, c'est très beau de voir qu'en fait, on l'a un petit peu oublié, hein, mais vraiment, la parole, ça peut être très sacré. Et si on utilise un mot en conscience, c'est guérisseur. C'est important. C'est beau ce que tu dis. C'est pour ça que je dis que l'espace qu'offrent les doulas aux mères en leur laissant déposer leurs mots dans une écoute inconditionnelle, c'est thérapeutique. Parce qu'en fait, c'est magnifique en fait d'être capable d'entendre une personne dans sa vérité, sa vulnérabilité. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça t'a nourri? Comme tu disais tout à l'heure, tu avais eu des difficultés à incarner, en tout cas à être dans ce clan-là.
Qu'est-ce que ça t'a Oui. apporté tout ça? Alors, déjà, moi, je sais pas si c'est vraiment les outils que j'ai ou le chemin que j'ai fait en étant Ouais, mère, mais ce que je vois là, maintenant que j'ai du recul, que ça fait 4 ans que je suis maman, enfin, un petit recul, hein, ouais. mais la maternité m'a vraiment invitée à revenir vers moi, en fait. Ça a été une quête de connaissance de moi-même à travers, bah, soit des questions que je me suis posées par rapport à mes enfants, quand je voyais que j'avais du mal avec cette notion de clan, ou que j'avais du mal à me sentir mère, ou à me sentir à l'aise dans ce rôle-là, ou à être à l'aise aussi quand j'entendais mon enfant pleurer, mais aussi au quotidien avec eux, dans ce qu'on peut leur transmettre, parce qu'en fait, et ça c'est hyper intéressant, je trouve, quand on devient mère, on devient enseignante. C'est-à-dire, Oui, on devient transmettrice d'un savoir. On s'en rend pas compte en fait, mais en fait, au quotidien, on transmet alors de l'amour, bien sûr, on répond aux besoins primaires de notre enfant, mais au-delà de ça, on lui transmet notre vision de la vie et toutes les connaissances qu'on a, mais de manière naturelle, puisqu'on est au quotidien avec cet enfant-là. Mais donc, bien on sûr. devient cette enseignante. Ouais, Et je trouve que, et ben, dans cet enseignement auprès, ben, parce que je leur enseigne, mais ils m'enseignent tout autant des choses sur moi-même. tout à Et fait. ben, c'est là que j'ai le plus appris sur moi, en fait, vraiment ce quotidien avec les enfants, Ouais. de voir ce qui m'est facile, ce qui m'est difficile, et puis le miroir qu'ils me tendent, Mmh. c'est, moi je trouve que c'est un cadeau en fait. Quand on est sur ce chemin de développement Ouais. personnel, d'introspection, de développement de la connaissance de soi-même, bah, avoir des enfants, c'est juste un potentiel incroyable en fait. Et aujourd'hui, donc tout ça, c'est l'accompagnement que tu proposes. Tu as créé Séléné Accompagnement. Ouais, ça s'appelle Selena Accompagnement. Ah oui. Voilà, alors Séléné, pour la petite histoire, ça veut dire quoi? Ouais, alors Sélénée, c'est la déesse de la lune. Ouais, Donc c'est très beau, la lune pour la cyclicité de la vie. ouais, Euh, Parce que voilà, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, quand on commence une thérapie, bah, il y a des moments d'introspection qui vont être ok, puis d'autres moments c'est pas le bon moment. C'est à l'image des cycles de la vie, c'est pas tout le temps l'automne, hein, parce que l'automne mmh, c'est plus la période d'introspection et l'hiver, donc c'est complètement ok en fait. Et c'est aussi ça, je trouve, devenir mère. Enfin, en tout cas, moi devenir mère, ça a été aussi me mettre sur le chemin d'être femme. C'est mmh. ça qui était intéressant. Oui, oui, En devenant mère, je me suis beaucoup questionnée sur quelle femme je suis. Puis en plus, oui, j'ai une fille. Du coup, ça m'a d'autant mmh, plus questionnée de me dire quel modèle de femme je lui transmets, quel héritage du féminin je lui transmets. Et je trouve que on a une telle richesse d'être une femme avec cette cyclicité liée oui, à nos règles, oui, mais qui nous relie du coup à la nature, à cette compréhension qu'il y a bien plus grand que nous et que tous les arbres passent par un automne et un hiver et se ouais, relèvent et qu'ils se posent même pas la question de est-ce que je serai toujours là au printemps, est-ce que j'aurai des fruits en été. En fait, ils sont. Et oui, ça, c'est très inspirant. oui, Et, totalement. et j'avais envie qu'il y ait cette énergie-là dans mon entreprise, d'accompagner bah, les nouveaux cycles. À travers des cercles de femmes, notamment? Ouais, je propose aussi des cercles de femmes. Bah, c'est un peu, bah, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, l'essence des cercles de femmes, c'est la médecine de la parole. C'est-à-dire Ouais, que quand on est dans un espace, hein, parce que les règles dans un cercle de femmes, c'est bienveillance, écoute, non-jugement, confidentialité. Donc tout ça, ça crée une sécurité. Et si dans mmh, cet espace de femmes, qu'on se connaisse pas, c'est ce qui est très beau et très puissant de voir ce qui se passe avec des femmes qu'on ne connaît pas. Si on arrive à livrer le bout de notre histoire qui nous pèse en ce moment, il va être accueilli par toutes ces femmes. Et là, on voit à quel point la médecine de la parole est puissante parce que déjà, il y a systématiquement une résonance entre ce qu'on dit et ce que vivent les autres participantes. Et ça, c'est fou. oui, C'est oui, fou, c'est très beau de voir à quel point finalement ce qu'on pense être un événement de vie personnel, en fait c'est oui, universel. Et je trouve ça beau parce que moi c'est ce qui m'a soutenue quand j'étais jeune maman. J'ai voulu oui, rencontrer d'autres mères parce que je voulais voir que pour elles aussi c'était difficile. Parce que oui, du coup ça a enlevé un petit peu du poids. Si on dit bon bah c'est difficile, ok, mais c'est difficile pour tout le monde, bah d'accord, c'est ok. hyper important. Mmh, C'est hyper ouais, important, je trouve. Et je trouve que les cercles de femmes, ça permet ça. Ça permet non seulement d'être vulnérable et authentique dans un espace, mmh, ça permet de voir que
notre histoire résonne avec l'histoire d'autres femmes et du coup c'est thérapeutique. Et c'est tellement beau, je trouve, de retrouver ça parce qu'en fait, on est dans une société qui a peur de la mort, on est dans une société qui a isolé les personnes, où on n'est plus dans des Ouais. communautés. Mm. Et avant, quand on vivait dans des communautés où on vivait avec la tante, la grand-mère, la cousine, machin, Mm. bah déjà, on avait accès à ce vécu qu'elles avaient, elles, à leur sagesse, leur Mm. savoir. Quand on mettait un enfant au monde, et ben on le mettait au monde avec toutes les femmes de la famille. Elles étaient là pour soutenir la femme, elles étaient là pour la Mm. bercer, la cajoler dans les mois après. Et ça existe encore dans beaucoup de tribus en Afrique où il y a Oui, vraiment ce oui, soutien de la oui. mère. Mm. Et ça, c'est beau. Clairement. Et je trouve qu'avec les cercles de femmes, on vient reconnecter à ça, au fait que, Ouais. en fait, après toute une phase où les femmes ont été vues comme des rivales, en fait, là, parce qu'il y a ça, je trouve, dans l'amitié entre Oui, femmes. Il c'est y a ce que soit j'allais dire. la Oui. Mm. rivalité, soit l'amitié fusionnelle. C'est ça. Et ben en fait, les cercles de femmes, je trouve que ça vient remettre du lien entre les femmes, Oui. les remettre d'égal à égal, Oui. et on revient, et en tout cas, c'est mon espoir pour le monde, mais qu'on revienne vers des communautés. Parce Mm. qu'on a appris en France d'en avoir peur de ce mot communauté, mais il faut pas en avoir peur en fait. De toute façon, on est fait pour vivre en communauté, on peut pas vivre tout seul. Exactement. Bah, c'est l'essence même de notre être. Donc, ouais, Bah ouais, c'est ouais. ça. Et je trouve qu'on a une force quand on est relié comme ça à d'autres femmes ou à C'est ça. d'autres hommes, hein, peu importe, mais là on parle beaucoup des Oui. femmes. Mais c'est cadeau, quoi. Il n'y a pas forcément les espaces pour ça, Mm. hein. Là, c'est en train de revenir, mais Oui. il faut dire aussi qu'on vit à une époque quand même privilégiée aussi où notre pays n'est pas en guerre, ce que n'ont pas forcément vécu. Enfin, nos parents, si c'était bon, mais nos grands-parents ont vécu la guerre, nos arrière-grands-parents ont Ouais. vécu la guerre. Mm. Donc forcément, hein, enfin, on est privilégié, hein, puis on vit en France. Je veux dire, si on devait chercher de la nourriture tous les jours pour notre enfant et pas savoir où dormir la nuit, on ferait pas une thérapie, hein, c'est normal, hein, on aurait autre chose à C'est faire. Hein. ça. C'est ça. Donc C'est ça. voilà, on a cet espace de pensée qui est libre parce qui s'est libéré parce qu'on est dans une société aussi où nos besoins primaires Complet. sont pourvus. Mm. Et forcément, ça nous laisse de la place pour autre C'est chose. aidant, bien sûr, c'est facilitant, ouais, c'est tout à fait logique, ouais, ouais, ouais. Je sais pas s'il y avait quelque chose d'autre dont tu voulais parler, Sandrine, par rapport justement à cet accompagnement que tu offres aux mamans, aux femmes. Bah non, je trouve qu'on a fait un tour. Extrêmement riche. Oui, oui, c'est ça. Le but, c'était vraiment d'informer nos auditrices sur cet accompagnement que tu proposes et surtout l'objectif, entre guillemets, si je puis dire, en tout cas, ce chemin sur lequel tu nous as mises. Et merci beaucoup, en tout cas, Sandrine. Je suis vraiment très contente que ça soit toi qui en ait parlé. C'était clair et j'espère que ça va nourrir une petite graine dans chacune de nos auditrices. Avec joie, Marion. Merci beaucoup de m'avoir reçue à ton micro. C'était une grande joie pour moi de parler de ces sujets. Merci à toi. À bientôt, Sandrine. À bientôt, Marion. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Emma, une maman espagnole qui viendra vous parler de son postpartum particulièrement difficile, notamment en raison du fait qu'elle n'ait pas pu allaiter son premier enfant. Elle vous fera aussi découvrir sa marque de vêtements d'allaitement Cotton Milk avec les vagues que connaît l'auto-entrepreneuriat. Mais en attendant de retrouver Emma, Mama, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah. Bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama.